Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des salariés aidants, on en a déjà parlé sur ce plateau, souvent au burn-out, comment faire pour les accompagner, on en parlera avec Christine Lamidel, elle est à la tête de Tilia, fondatrice et directrice de cette structure, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent à la rencontre bien de la rue Rangoli, qui est un projet, vous verrez, innovant et vertueux, à la rencontre de Patricia, l'avocat, sa fondatrice, elle est notre invitée. Le cercle RH, l'électronisme, oui, parfois il y a des gens qui ne savent pas se servir d'un clavier ou qui sont un peu perdus avec le numérique. C'est en tout cas un frein à l'insertion et à l'emploi. On en débattra dans quelques instants avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le recrutement par simulation. Jean Saint-Donat, président directeur général d'Afiren Neoxy, sera notre invité. Il nous en parlera à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, voilà un sujet important, les aidants, salariés pour beaucoup, qui aident, qui accompagnent un père, une mère, un oncle, un enfant. On en parle avec Christine Lamidel. Bonjour Christine. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondatrice et directrice de Tilia, 8 collaboratrices, 8 collaborateurs. Vous allez nous parler de votre entreprise et de l'action que vous menez en direction des aidants pour leur faciliter la vie. Mais d'abord, un petit mot sur votre histoire, parce que c'est intéressant. Vous aussi, vous avez d'abord été une aidante pour votre grand-mère, me semble-t-il, et aujourd'hui pour votre enfant. Vous savez de quoi il est question et des difficultés que l'on a lorsqu'on est aidant. C'est quand même très difficile. Oui, la clé de voûte, c'est vraiment la conciliation des temps de vie. Sa vie d'aidant, sa vie personnelle, et puis son activité professionnelle. Et à un moment donné, on se retrouve acculé, parce que c'est un rôle très difficile à porter, qu'on assume par amour bien souvent, c'est naturel, mais on n'a pas toujours finalement les clés, les aides disponibles en tête, et puis un aidant s'oublie. Donc un aidant, il n'a pas conscience que lui aussi, il doit être aidé. Mais vous parlez de vous là aussi, parce que vous avez évidemment contact avec toutes les personnes que vous accompagnez, des centaines, mais vous parlez de vous là. Oui, parce que vous l'avez traversé ça. Oui, je suis collaboratrice du groupe BNP Paribas depuis 25 ans. En entrepreneuriat. Et c'est ça. Depuis 2017. Oui, intrapreneur parce que à un moment donné, j'ai fait le deuil de ma grand-mère, mais je me suis rendu compte que, comme moi, des millions de Français finalement devaient concilier vie pro, vie perso. Moi, pendant des années, j'ai été à temps partiel le mercredi pour prendre les rendez-vous d'orthophoniste, d'ergothérapeute pour mon fils qui est dyslexique et dysorthographique. J'ai 3 garçons. Et encore, c'est une situation... Quel métier, j'ai envie de dire. Oui, mais il y a pire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des aidants qui sont dans des situations bien plus complexes que les miennes. Les troubles disent, on fait avec. Mais en tout cas, c'est compliqué quand on est collaborateur. Vous l'avez vécu dans votre chair, et puis quelque part, vous rendez aussi à travers ce projet depuis 2017 d'entrepreneuriat. Votre philosophie, je dirais, de Tilia, c'est quoi? C'est de faciliter la vie des choses que vous avez vécues, c'est-à-dire beaucoup de papiers administratifs, beaucoup de mails, beaucoup de galères de planning pour trouver la bonne personne. C'est ça, la réalité. C'est ça. Quand on est finalement sur l'accompagnement de fin de vie ou l'accompagnement d'un parent âgé, aujourd'hui, on voit bien, il y a un désert finalement dans... alors à la fois des fois médicale, la complexité de trouver du service à la personne. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'auxiliaires de vie, les conditions de travail assez complexes. Donc, ça a été compliqué pour nous de trouver la bonne personne. Il faut que ça matche aussi. Il faut que la personne âgée, votre proche, accepte aussi l'intrusion à son domicile de quelqu'un. C'est pas toujours facile. C'est pas facile. Et il faut aussi avoir du temps pour passer les coups de fil. C'est bien souvent sur son temps de travail que tout est ouvert. Ou alors, il faut prendre une demi-journée de congé ou se mettre à temps partiel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est encore pire avec la pandémie, les 2 ans finalement qu'on a vécu. Les collaborateurs aidants se sont retrouvés complètement isolés face à leurs problématiques. Mais vous, votre mission, Christine, c'est évidemment de faciliter la vie de ces aidants, mais c'est d'abord d'aller voir les directions d'entreprise et de leur dire, voilà,
est-ce que bêtement, par exemple, vous avez recensé le nombre de salariés en situation d'aidant? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le savent pas. Les gens font ça un peu en catimini. C'est ça, c'est bien souvent le problème, c'est ce sujet d'identification des situations et des collaborateurs aidants qui ne se manifestent pas. C'est quoi ça? On a un peu honte, on est un peu gêné, Alors, les raisons de leur silence, c'est à la fois 6 aidants sur 10 ne savent pas qu'ils sont aidants. Quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on est son papa, on est sa maman, on n'est pas un aidant. C'est vrai. Ensuite, on a souvent des aidants qui sont dans le déni. Quand ils vont faire les courses quotidiennement, qu'ils apportent les médicaments, ils ne sont pas aidants. Et puis, on a aussi ceux qui ont très très peur, et c'est une grosse partie, d'être stigmatisé, d'être mis de côté pour les évolutions de carrière. Oui, il sera moins là, il n'est pas là. Voilà, tout à fait. Donc, il y a ces sujets-là, mais aujourd'hui, on peut quantifier, il n'y a pas d'études formelles, mais on parle aujourd'hui de 20% des salariés qui, potentiellement en France, dans les entreprises françaises, sont aidants. Donc, 1 sur 5. Et demain, on parle de 1 sur 4. Oui, vieillissement de la population. Le vieillissement de la population. On a aussi de plus en plus de maladies chroniques. Donc, forcément, et puis on se retrouve avec des collaborateurs dans des générations pivots, comme les baby-boomers, qui s'occupent à la fois encore de leurs enfants étudiants et puis de leurs parents âgés. Donc ça veut dire d'énormes pressions sur les épaules de ces femmes et des hommes. Alors d'ailleurs, en répartition, je me suis laissé dire qu'il y avait plus de femmes qui aidaient que d'hommes. Oui, majoritairement encore des femmes, mais ça a tendance à s'équilibrer au fil des ans. Ça progresse. Et ce qui a aussi changé, c'est l'entrée dans l'âge de l'aidance. Il y a encore 2 ans, quand on a réalisé notre baromètre Aider et travailler avec Interfacial et LabRH, on était sur 49 ans. L'année dernière, l'OCIRP a lancé une étude, on était à 39 ans. Post-Covid, finalement, l'âge a rajeuni. Alors là, toujours dans l'étude que vous citez, on va basculer, là on est sur des aidants, je dirais, en pleine forme, en tout cas surmenés, mais en pleine forme. Mais 76% des salariés aidants évoquent une dégradation de leur état de santé. Ça va de quoi à quoi, cette dégradation? Alors, il y a plusieurs types de dégradation. Ça peut aller jusqu'à des choses très graves. Tout à fait. Alors, on va avoir tout ce qui va être plutôt de santé physique et psychique. Par exemple, quand on doit faire des levées, le lever et le coucher d'un proche âgé, c'est un peu comme un poids mort, c'est hyper complexe, il y a des gestes techniques, donc des risques musculo-squelettiques, des problèmes d'articulation. Bon, il y a un impact physique. Après, il y a tout ce qui va être émotionnel, parce qu'il y a une corrélation entre son rôle d'aidant et la santé de son proche, finalement. Plus l'état de santé de son proche se dégrade, il y a un effet miroir. Plus on va être mal. Donc stressé, angoissé, jusqu'à des situations très graves, effectivement, de burn-out. Et c'est pour ça que le maintien dans l'emploi permet de rééquilibrer. Alors certes, ça fait une activité professionnelle, ça fait une charge supplémentaire, mais ça permet Pour aussi... vous, c'est essentiel. Oui, une bulle de décompression. Penser à autre chose qu'à la maladie et au handicap permet de continuer, d'évoluer aussi pour soi, d'être dans son environnement, sans occulter la fragilité, la maladie du proche. Donc l'idée, c'est de mener de front, autant que faire se peut, une activité professionnelle où j'imagine, vous conseillez l'entreprise aussi, j'imagine, pour laisser aussi des espaces de respiration en disant, ce salarié-là, attention, danger, laissez-le un peu respirer. Oui, les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui ont tendance à penser que plus on va donner de temps, de flexibilité horaire, ça c'est très bien pour ajuster. Oui, bien sûr. Mais le télétravail, par exemple, quand on l'a vu à 100% en télétravail pendant le confinement, c'est une fausse solution parce qu'on se retrouve à domicile avec son proche fragilisé, à devoir faire son activité professionnelle en étant concentré. Et donc là, on a des vrais sujets aussi de perte d'efficacité, de performance pour l'entreprise. Nous, notre rôle chez Tilia aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans cette démarche d'identification des salariés aidants, de pouvoir sensibiliser, déconstruire les idées reçues. À tort, aujourd'hui, un collaborateur aidant, vu de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'est le rôle d'aidant, et on va voir quelqu'un de désengagé qui va venir, par exemple, oui, c'est ça l'image qui ressort. Plus tard, qui va éviter les événements de convivialité. Voilà, c'est ça. Et qui ne veut pas se mêler, mais non, parce qu'il essaye de courir après son temps pour ensuite s'occuper de son proche. Juste pour se projeter un peu, parce que j'imagine que vous regardez aussi devant vous, depuis que vous avez créé cette entreprise, on nous dit qu'il faut maintenir la personne âgée à domicile, qu'on va limiter les EHPAD vu les polémiques. Ça veut dire qu'on va démultiplier l'action des proches pour aller visiter sa mère, son grand-père, sa tante, parce qu'elle est à domicile et qu'il n'y a pas les... Enfin, je veux dire, ça va aller en
augmentant, oui, crescendo. Oui. C'est pour cette raison que l'entreprise, même si c'est un sujet de la sphère privée, a son rôle à jouer. Il n'est pas question de se substituer et de faire à la place de l'aidant. L'idée, c'est de bien donner les moyens, les solutions orientées. Par exemple, quand on fait de la sensibilisation auprès des managers, c'est pour détecter de manière préventive et pas curative. Mais ils le font ou pas, concrètement? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on accompagne un certain nombre de groupes. Oui, parce que vous les aiguillez, parce que on les aiguille, ouais. Et puis on met en place aussi un mini-diagnostic, un petit peu pour faire finalement libérer la parole des aidants, mais des non-aidants aussi, parce que c'est important de mesurer l'impact sur les collègues des aidants, qui de manière un peu officieuse s'organisent et finalement vont prendre la charge de travail pendant que le collaborateur va être absent. Donc, à l'intérieur d'un service, il doit y avoir une solidarité qui s'installe, validée, si je peux me permettre, par le manager. Tout à fait, même de toute l'entreprise. Il faut que tous les acteurs, finalement, de l'entreprise participent à, finalement, la mise en place d'un cercle vertueux dans un environnement, un climat de confiance, de bienveillance, pour justement se sentir, en tant qu'aidant, valorisé, reconnu, parce qu'à partir du moment où on connaît une situation, où on la comprend, on va pouvoir l'accompagner. Il y a des relais dans l'entreprise, la médecine du travail, des assistantes sociales, on a les RH, on a les managers. Donc ça, c'est important. La solution pour essayer, là aussi, de se projeter dans les propositions que vous mettez, parce que l'entreprise vous dit, mais nous, on est un peu démunis, ce salarié, on en a besoin, on ne peut pas le remplacer, parce que Qu'est-ce que vous dites? L'entreprise doit libérer du temps, doit laisser les après-midi vacantes. Comment on fait concrètement? Il y a déjà un certain nombre de mesures. Le don de jour, par exemple. On a le congé aidant indemnisé, qui est très peu utilisé aujourd'hui parce qu'assez contraignant par rapport au degré de perte d'autonomie du proche. Mais il y a plutôt méconnaissance des dispositifs et c'est pour ça qu'ils sont très peu utilisés. Aujourd'hui, par rapport à notre baromètre, on a interrogé les aidants. À partir du moment où des solutions sont mises en place dans leur entreprise et qu'ils sont au courant, à partir de 67%, ils les utilisent. Donc, ils ne connaissent pas les dispositifs. On méconnaît les dispositifs. Allez donc voir ce baromètre déjà pour vous faire une opinion, réalisé par l'entreprise Interfacia, Tilia. Le LabRH et nous. Et le LabRH, évidemment, qu'on peut voir sur votre site et sur le LabRH, j'imagine. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite, Christine Lamidel, fondatrice, directrice de Tilia. Chef d'entreprise, c'est différent quand on est aidant que quand on est salarié, parce que vous avez vécu les deux. Finalement, comment ça se passe? Un aidant est comme un chef d'entreprise, finalement, au quotidien, à tout gérer. Il court partout. Et, il doit essayer de concilier plein de... à 360 en permanence. Donc finalement, vous n'êtes pas dépaysé. Non. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Tout de suite, c'est notre rubrique Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage aujourd'hui. Patricia, l'avocat, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Avec tous vos objets, on va vous expliquer pourquoi, évidemment, et vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Fondatrice de Rue Rangoli. D'abord, un tout petit mot sur votre nom d'entreprise qui fait de l'upcycling, qui fait du recyclage. Rue Rangoli, c'est quoi? C'est où surtout? Alors, Rangoli, en fait, c'est un art éphémère en Inde où tous les matins, les femmes, la première chose qu'elles font, c'est se lever, elles lavent le seuil de leur porte et elles font un dessin qui se transmet de mère en fille depuis des millénaires. On n'arrive pas à le dater. Il y a pas mal de scientifiques qui se sont posés, qui se sont plongés dans cette étude. Et c'est vraiment la première chose qu'elles font le matin. Donc, elles font un dessin sur le seuil de la porte, sur la rue. Mais la craie, à quoi? Alors, la peinture? non, avec de la farine de riz. Et la farine de riz, en fait, c'est pourquoi? C'est pour donner à manger à tous les animaux qui passent dans la rue. Donc, c'est par respect à tous les êtres vivants de la Terre. Et la symbolique du dessin, c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur. C'est souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent chez vous. Et c'est un peu les valeurs que j'ai voulu porter dans le cadre de mon entreprise. Rue Rangoli, c'est le nom de votre entreprise qui fait de l'upcycling, du recyclage avec 50 partenaires. On va en parler, mais juste là aussi un tout petit mot parce que ce que vous faites là, évidemment, fait écho au parcours et à votre vie. Vous êtes né à Mers El Kébir en Algérie, mais vous êtes d'origine indienne, vous avez vécu à Pondichéry et vous avez passé plus de 10 ans de votre vie en Inde. Quel est le message là de votre entreprise? C'est quoi? Parce que vous avez démarré par la microfinance, grande partie, monter des projets de microfinance pour soutenir les plus démunis, puis vous prolongez par l'upcycling et le recyclage. Ça recèle de la même mécanique finalement?
En fait, la base, ce sont les valeurs que je souhaite porter. En fait, je me suis toujours engagée dans l'inclusion, dans la solidarité. Et ça vient de mon histoire que vous avez citée. C'est que, Mersel Kébir, je suis restée très peu, en fait. Dès que je suis née, mes parents sont retournés en Inde. Ville qui rappelle de mauvais souvenirs aux Français. Ouais. Et on est retourné donc à Pondichéry, qui est ma ville, de la ville de mes parents, et qui est une ancienne... C'est un petit bout de France au bout du monde, en fait. Un comptoir. Voilà, c'est un ancien comptoir français. Il y en a 5, si vous connaissez la chanson de Juliette Gréco, qui cite les 5 comptoirs. Et en fait, j'ai vécu mes 10 ans là-bas, et c'est là-bas qu'est né, en fait, mon engagement. Parce que je voyais tous les jours à l'époque des gens mourir de faim dans la rue. Et aussi, j'ai pas beaucoup de mérite, j'ai aussi reçu une éducation de mes parents qui était d'abord tournée vers les autres avant de tourner vers nous-mêmes. Donc, par exemple, ma mère, la première chose qu'elle faisait quand elle faisait un repas, c'est elle allait d'abord servir un plateau dans la rue à une personne qui SDF dans la rue avant de nous servir, nous. Donc voilà, on a été plongés dedans, donc j'ai pas beaucoup de mérite. Là, quelque part, vous parlez des humains et de votre maman qui sert les plus démunis, mais par votre entreprise Rue Rangoli, donc, il y a quand même l'idée de donner une deuxième vie et une vie longue à des choses qu'il y a 10 ans, 5 ans, on aurait jeté à la poubelle, parce que c'est ça l'esprit. Alors, on continue de jeter à la poubelle, malheureusement. Bien sûr, on jette trop. Voilà, on jette beaucoup trop et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on jette, en fait. Donc là, pour vous donner un petit exemple... Là, vous avez un très joli petit sac. Voilà. Alors, si je vous demande en quoi il est fait. Plastique ? En partie, mais pas que. En fait, il est fait à base de bandes de cassettes vidéo. Qui maintenant ne servent plus à rien. Donc on les réutilise et qui sont tissés à la main, mélangés avec du plastique, et ça donne un éco-tissu qui est assez joli, non ? Moi, j'aime beaucoup votre sac. Voilà. La bande, c'est la partie noire, et le dessus, c'est le plastique. Plastique recyclé, j'imagine. En fait, ils sont mélangés, tout est recyclé. Hein. C'est vraiment... ça, c'est fait en Inde aussi par des communautés tribales qui sont très, très pauvres. Et ça leur donne un revenu complémentaire, en fait. Le petit dauphin ? Alors, le petit dauphin, lui, il est fait en Afrique. En fait, c'est fait avec des tongs qui sont récupérés dans les océans et qui sont sculptés. Donc voilà, ça donne un art, c'est des objets d'art. En fait, pour moi, tous ces objets sont des objets d'art. Juste parce que je vois très bien à quoi ressemble une tongue, là, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à finir avec un dauphin. Les tongs sont compressés. D'accord. Et ensuite, ils sont sculptés à la main. Okay. Comme on sculpte le bois ou autre. Et, donc c'est dur à l'intérieur pour qu'on... Alors, vous pouvez toucher si vous voulez. Ah oui, voilà. d'accord. À l'intérieur, c'est dur. Oui. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Alors ça, et là, vous avez un petit carnet. Et là, on a un petit carnet. Alors, on a beaucoup d'autres objets. Alors ça, c'est un carnet qui est fait en bouse d'éléphant. Alors pourquoi ? Parce que les éléphants, ça mange que des végétaux, comme on le sait, et ils ont un système digestif qui ne broie pas les aliments. Ce qui fait que les fibres restent intactes, et c'est exactement les mêmes fibres qu'on utilise pour faire du papier. Donc on trie les bouses, parce qu'il faut quand même nettoyer la Alors on lave, bouse. On le fait bouillir pendant plusieurs heures. Pour récupérer la fibre. Voilà, et on fait sécher. Et quand la fibre est bien sèche, en fait, après on le broie pour faire la pulpe de papier. L'ensemble de ce petit carnet, on se le redit, est fait en bouse d'éléphant. Exactement. En fibre de bouse d'éléphant. En fibre de bouse d'éléphant, tout est fait artisanalement. Quel pays, là, celui-ci ? Alors, celui-là, il vient de Thaïlande. Voilà. Mais on a aussi beaucoup de produits qui viennent de France. Hein. Aujourd'hui, parmi les 50 partenaires que nous avons, on a à peu près la moitié qui sont en France. Mais en France, c'est très récent, en fait. Dans les pays en développement, la culture du recyclage, et moi, quand j'étais petite, ma mère, elle triait déjà. En France, c'est venu beaucoup plus tardivement. Et le upcycling, en fait, quand j'ai démarré, moi, il y a 6 ans, cette entreprise, quand je parlais de upcycling, personne ne savait ce que c'était. Oui, c'est un mot un peu barbare. C'est quoi, voilà. C'est quoi ce truc ? Et aujourd'hui, depuis 1 an, on a beaucoup d'acteurs en France qui émergent, et c'est plutôt une bonne chose. Alors, présidente fondatrice de votre entreprise Rue Rangoli, il y a 2 collaborateurs et des stagiaires, si j'ai bien compris ? Oui. Vous en êtes où en termes de... Parce que là, l'idée, c'est que vous êtes venu nous présenter ces produits. Comment on les diffuse ? Comment vous les vendez ? Comment ceux qui les fabriquent en vivent ? Parce qu'il faut quand même créer une chaîne de valeur et créer de l'emploi. Alors, l'idée, c'est vraiment ça. C'est quand je me suis lancée, j'ai découvert ces artisans, ces organisations qui mettaient en fait leur savoir-faire au service de la planète, mais aussi avec une démarche sociale, en faisant travailler des personnes exclues ou éloignées de l'emploi. Donc,
90% de nos partenaires sont des entreprises sociales. Donc, ça peut être, on travaille par exemple avec des réfugiés en Italie, des entreprises d'insertion en France, des ESAT aussi en France, des mères célibataires en Afrique du Sud. Voilà, on travaille avec des organisations qui sont engagées socialement. Connectées avec la planète entière et avec la France, évidemment. Exactement, connectées en France, en Europe, etc. Et l'idée pour moi, c'est aussi, de montrer qu'on peut faire de très belles choses avec ce qu'on jette, de soutenir ces filières et aussi d'arriver à les pérenniser. Aujourd'hui, toutes ces filières ont beaucoup de difficultés à pérenniser parce qu'ils ont du mal à trouver, notamment ceux qui sont à l'étranger. Des filières économiques, là on en revient vraiment à la partie business. Là on est vraiment sur le privé et montrer qu'on peut produire aujourd'hui différemment et on peut aussi consommer différemment avec des produits qui sont à la fois beaux et esthétiques. Et l'idée, c'est aussi de dire aux consommateurs que écologie, ça peut rimer aussi avec plaisir. Patricia, 2 questions pratiques. On les trouve où, ces produits? Parce que précisons que vous recrutez et vous souhaitez recruter, puisque c'est l'objet de cette rubrique, des jeunes, mais aussi des jeunes en difficulté. Dans quelques instants, on recevra la ministre déléguée en charge de l'insertion. Donc on est vraiment... ce que vous nous racontez fait évidemment écho avec des associations ici en France. En recrutement, vous avez une visibilité aujourd'hui? Vous avez des filières économiques qui se mettent en place? Alors nous, on diffuse déjà nos produits au sein d'une boutique physique qui est dans le 6e à Paris, rue du Cherche-Midi. Et on a une boutique en ligne. Alors la boutique en ligne, elle est... on a du mal à la faire fonctionner parce que ce type de produit, les gens veulent voir, veulent toucher, veulent savoir ce que c'est avant d'acheter. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai ramené les produits parce que quand on parle, c'est pas évident pour les gens, voilà, d'imaginer ce que c'est. Donc voilà, on diffuse aujourd'hui au sein de notre boutique en ligne aussi qui s'appelle rurangoli.com et notre boutique physique. Et là, on est en discussion pour ouvrir un 2e point de vente. D'où les recrutements. Exactement, d'où les recrutements. Et déjà, dès le départ, en fait, nous, on a ouvert la première boutique en pleine crise sociale avec les gilets jaunes, etc. Donc, c'était compliqué. Très compliqué, ouais. On avait très peu de visibilité sur où on allait. Arriver après le Covid, donc là, avec plusieurs mois de fermeture, etc. Donc là, normalement, malgré cette guerre en Ukraine qui ça perturbe... nous inquiète. Eh oui. Ça nous inquiète parce qu'on se dit que probablement que les gens avec les problèmes économiques qui vont se replier. Vont se replier et ces objets ne seront peut-être pas la priorité. En quelques secondes, Patricia l'avocat, il gagne combien? C'est-à-dire que vous le vendez évidemment en euros, mais ensuite vous rétrocédez, un peu comme les producteurs agricoles, une partie du travail. Comment ça se passe? Alors non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... vous achetez? J'achète au moment où je commande. C'est ça. Donc, eux, ils ont besoin que je leur avance la totalité de l'argent pour qu'ils puissent financer les personnes qui vont travailler, acheter. Souvent, ils achètent aussi la matière première, donc pour qu'ils puissent acheter. Donc, nous, on est dans cette démarche-là. Aujourd'hui, moi, je négocie pas les prix avec eux. C'est eux qui fixent les prix en fonction du marché localement. Voire, je fais l'inverse. Parfois, comme ils ont envie de vendre, ils baissent les prix. Et je me dis, t'es sûr que là, tu arrives à ce niveau-là. Voilà. Et je m'installe avec eux, je travaille avec eux en me disant combien ça a coûté. Là, c'est ça de la microfinance, c'est la spécialiste. Exactement. Là, vous revenez avec l'ancienne casquette. Exactement. Merci Patricia l'avocat d'être venue avec à la fois ces objets et puis cette énergie qui vous pousse évidemment à faire vivre, à accompagner ces personnes dans le monde entier, mais aussi en France, faut-il le préciser, avec ces objets en upcycling, avec des potentialités d'embauche, en tout cas dans l'année. Exactement. Même si, on l'a entendu, vous êtes inquiète par la situation en Ukraine. C'est un vrai plaisir. Fondatrice de Rurangoli, allez donc sur le site internet et puis vous trouverez l'adresse très facilement rue du Cherche-Midi. C'est au 74. Au 74 rue du Cherche-Midi, c'est une très jolie rue dans Paris. Et puis il y a le site internet, si vous ne pouvez pas aller rue du Cherche-Midi, pour aller voir tous ces objets, notamment le petit calepin, le petit carnet en fibre de bouse d'éléphant. Je trouve que c'est un très joli cadeau à offrir. Eh bien, je vais vous l'offrir. Oh, c'est très gentil, merci beaucoup. Écoutez, merci. Tout de suite, le cercle RH, on va parler d'électrolysme. Qu'est-ce que l'électrolysme? Eh bien, c'est la difficulté que l'on a, que vous avez peut-être, à surfer sur Internet et à naviguer sur la toile. C'est un frein à l'emploi, à l'insertion. C'est parfois une difficulté, tout simplement, pour faire valoir ses droits. On en parle avec nos invités juste après la pause.
Le cercle RH, notre débat quotidien, on parle de l'électronisme. Vous êtes peut-être touchés, on l'est tous d'ailleurs plus ou moins en fonction de notre niveau d'accès au numérique. On est tous un peu électroniques. Alors on a tous notre téléphone devant le nez, ça c'est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément féru en électronique. C'est tout à fait différent de regarder Instagram et de savoir se débrouiller en informatique. C'est un frein à l'emploi, c'est un frein à l'insertion, et puis c'est aussi une galère de la vie quotidienne des Français qui ne peuvent pas prendre de billets de train, régler leurs impôts sur Internet et 1000 autres petites tracasseries qui posent d'énormes problèmes. 3 invités pour faire le point sur ce sujet. Mathieu Gianecchini, j'espère que je l'ai bien prononcé, Kini, directeur général adjoint chez Simplon, qui est une entreprise sociale solidaire qui forme au métier du numérique. C'est un organisme de formation. Organisme de formation qui formait notamment, entre autres, au métier du numérique. Jean Dédier est avec nous, vous êtes un entrepreneur les mains dans le cambouis, We Take Care, dont la vocation est d'ouvrir et d'accompagner aussi tous ceux qui sont en galère, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est souvent un frein, même pour aller même répondre parfois à une offre d'emploi, pour commencer par le début. D'abord, on n'a pas Internet, on en parlera, il faut accéder à Internet, tout le monde ne l'a pas, puis ensuite il faut savoir évidemment naviguer sur la toile. Vie sociale, ça c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé, l'avenir du numérique dans le champ social et médico-social, et puis les exclus, la datacratie, ça c'était aussi un travail de réflexion collectif. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Martin Richer, président et fondateur de Richer. Absolument. Commençons par le début. Sinon, je ne vais pas apprécier. Apprécier, absolument. Donc, je ne suis pas électronique, je commets des erreurs de langage. Président fondateur de Management et RSE, et puis ce livre, La qualité de vie au travail, un levier de compétitivité. Tous les trois, une définition rapide de qu'est-ce que l'électronisme. On commence à partager le même diagnostic. Commençons par vous. L'électronisme, c'est savoir prendre en main l'outil numérique pour soit être dans une démarche d'inclusion sociale dans la vie de tous les jours, soit pour des démarches d'employabilité. Prendre en main l'outil numérique, c'est quoi? C'est prendre sa souris et de pouvoir aller sur Google, donc pour commencer simplement là. Ça va de prendre en main un terminal numérique, mais aussi des services numériques qui sont déployés au sein de ce terminal. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais justement, il y a plusieurs facettes dans l'électronisme. Il y a savoir vraiment prendre en main un terminal informatique, mais aussi savoir travailler à distance, collaborer avec d'autres personnes. C'est assez multifacette. Votre définition, Martin Richer? Un principe simple, c'est un manque, l'électronisme. Donc c'est le manque de compétences permettant de prendre en main et de maîtriser les outils numériques. Sur un spectre large. Sur un spectre large et sur les usages, centré sur les usages. C'est-à-dire qu'on a longtemps analysé la difficulté d'accès au numérique par des aspects hardware, par des aspects outils, matériels. On n'a pas l'ordi, on n'a pas l'ordinateur. Voilà, exactement, où on n'a pas les moyens de s'acheter. Et aujourd'hui, on a bien compris que c'est la compétence qui compte d'abord et avant tout, et que c'est la compétence qui manque, on va dire. Et la deuxième chose importante, justement par une analogie avec l'illettrisme. L'illettrisme, c'est ne pas savoir lire, ce qui est différent de ne pas savoir déchiffrer. Vous pouvez très bien savoir déchiffrer une phrase, mais ne pas en comprendre le sens. L'électronisme, c'est pareil. Vous pouvez très bien être un jeune hyper agile et hyper compétent sur vos jeux, votre gaming et autres, et être incapable de faire votre profil sur LinkedIn. Donc c'est les usages qui comptent. Votre définition, vous qui croisez aussi ces usagers en galère? Ce serait une incapacité à vivre dans une société où le numérique est omniprésent. Voilà, ça consiste à s'informer, à parfois se former, mais tout simplement interagir aussi bien avec ses proches que dans sa vie professionnelle, puisque ce canal est le canal prioritaire de toutes nos interactions aujourd'hui. Alors, source INSEE, 14 millions de Français je mets sont, on est tenté de dire seraient, mais sont en difficulté numérique, soit par manque d'équipement, vous l'évoquiez, c'est le hardware, on n'a pas l'ordinateur, on est obligé d'aller ailleurs, soit par manque de connaissances. Côté Simplon, les gens que vous accueillez, c'est quoi? C'est des gens qui veulent se former au numérique, parce qu'on en reçoit des entreprises aujourd'hui qui nous vendent de la tech. Et on a l'impression que quand elles commencent vraiment à s'exprimer avec sincérité sur leur métier, objectivement, au bout de 2 minutes 30, même pas, au bout de 30 secondes, je suis perdu. C'est quand même un univers incroyable. Là, on parle du numérique de base, quand on évoque le numérique, où on va un peu plus loin. Parce que on peut aller plus loin. Il y a le codage, il y a l'idée qu'on forme au métier du numérique. C'est pas tout à fait pareil que de remplir sa feuille d'impôt
sur Internet. C'est pas pareil. Donc sur les différents cas d'usage que nous on peut rencontrer, il y a le fait que les médiateurs, c'est beaucoup une histoire de médiation aussi, la médiation numérique, mais ces médiateurs, il faut qu'ils puissent être formés déjà au numérique. Donc il y a comment on accompagne ceux qui aident à être formés au numérique. Dans l'idée qu'effectivement on puisse être beaucoup plus autonome dans ses démarches, dans des démarches de recherche d'emploi, mais aussi pour par exemple suivre des métiers qui se sont beaucoup numérisés, digitalisés. Il y a un exemple là qu'on adresse en ce moment sur tout ce qui est artisanat et artisanat numérique, Bien sûr. où des machines à commande numérique pour travailler le bois, c'est devenu omniprésent dans les ateliers. Donc ça devient un vrai frein aussi à l'emploi quand on est artisan et qu'on travaille Le type bois. qui avait son tour à bois pendant 20 ans, Voilà. là, il faut le former. Exactement. Donc ça, on adresse ça aussi. Et enfin, le troisième aspect, ça va être plutôt sur des salariés d'entreprise où on observe qu'il y a parfois des véritables ruptures au sein des entreprises, où des personnes qui sont en situation d'électronisme ne peuvent pas déposer un congé ou un arrêt maladie sur l'intranet de l'entreprise, ce qui crée une véritable rupture dans la chaîne de communication dans l'entreprise entre les RH et les salariés. On les recense, Jean Dédier, ces personnes, parce que votre public, pour nous situer, vous touchez qui exactement dans votre structure We Take Care? Alors, on s'adresse à des gens qui, parfois, n'ont jamais touché un ordinateur. Voilà, donc on appelle les exclus du numérique. Puis il y a des gens qui ont quelques compétences, mais pas suffisantes pour aller chercher un emploi ou ne serait-ce interagir correctement avec ses proches parce qu'on a une personne âgée. Et puis il y a aussi beaucoup de proches, qui est probablement les gens qu'on avait sous-estimés. C'est-à-dire des gens qui ont un équipement, une connexion, et qui cependant butent sur des interactions digitales clés, parce qu'elles leur font peur. Et je pense notamment à ce rapport à sa banque. On peut signer des crédits en ligne, voilà, et on peut, on va dire, faire des virements, etc. Il y a un certain nombre de choses. Finalement, avant de taper Enter, on peut faire sa déclaration d'impôt. Et avant de taper Enter, on se pose des questions. Et ceux-là ont besoin d'être réassurés. Mais Martin Richer, sur le regard un peu sociologique entre les métiers qui changent, on doit se reformer en cours de route parce qu'on travaillait sur des gouges et puis tout d'un coup, ça se fait de manière électronique. De ceux qui, dans la vie quotidienne, ne peuvent pas postuler un emploi. Est-ce qu'on est en train de, excusez-moi, je vais faire un peu vieille école, mais d'en mourir de ce numérique? Parce qu'on l'entend un peu finalement comme une ancienne. On nous dit à la fois, c'est la marche de l'histoire, le numérique, vous n'avez pas le choix. Et puis au même moment, on voit qu'il y a 14 millions de personnes qui sont des exclus. On voit des gens qui globalement, on n'ose même pas mettre les mains sur le clavier. Enfin, je veux dire, ça nous fait un drôle de monde, ça, quand même. Hein. Mais on peut en mourir si on ne s'attaque pas au règlement de cette fameuse fracture numérique qui, effectivement, est dangereuse. Et il faut déjà commencer, c'est pour ça que ce que disait Mathieu tout à l'heure est important, il faut déjà commencer par déconstruire une représentation traditionnelle qui est l'électronisme, il n'est pas dans le travail. L'électronisme, c'est les retraités, les chômeurs, ou bien les marginaux, qui sont très très loin du travail. Mais aussi dans le travail. Voilà. Mais oui. Étude de la DARES, ministère du Travail, 5 millions de salariés sont concernés. Donc c'est pas juste les 17% de la population ou 14 millions de personnes dont vous parliez tout à l'heure. C'est aussi des salariés qui sont concernés et pas que des gens qui sont aux marges de l'entreprise. Je repose ma question. Est-ce que la rapidité avec laquelle se transforme le numérique, les logiciels, la manière dont on pense même les entreprises, n'est pas en train finalement encore plus de laisser des gens au bord de la route? C'est-à-dire que même en se formant et en réussissant à remplir sa feuille d'impôt pour être basique, ça va tellement vite. On voit des entreprises qui sont tellement disruptives, enfin je vous vois dire oui de la tête, qu'on même ceux qui maîtrisent décrochent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vois parfaitement bien. Et moi, j'ai une illustration que je trouve intéressante. C'est quand on déploie de l'innovation numérique dans une entreprise, un système d'information... De plus en plus, hein. Voilà, on ne met pas le système d'information en se disant on va voir ce qui se passe chez les salariés. Non. Et d'ailleurs, quand on regarde le financement des projets on va dire, de systèmes d'information, c'est en très grande majorité de la conduite du changement. Voilà, et c'est fait en amont. Voilà, le numérique dans la vie publique ou dans notre quotidien, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il déboule, et puis on se dit après, au fait, comment ça se passe ? Et on organise plus ou moins bien des sessions de rattrapage. Donc vous dites finalement l'entreprise, elle anticipe l'idée qu'en transformant, en faisant sa fameuse transformation numérique, il faut d'abord s'intéresser à ce que ça va transformer dans l'entreprise. Quelle valeur créer déjà ? Quelle valeur, mais pas vrai dans les services publics, enfin, ou à la SNCF, pour pas citer de nouveaux sites, vous avez vu. On ne peut pas acheter un Ouigo avec sans téléphone portable, par exemple. En tout cas, il y a un défaut d'anticipation, bien souvent. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit côté, je dirais, pouvoir public, sur les effets que procure cette transformation numérique. Oui, on peut s'interroger des raisons du fait que certains services privés vont doucement dans leur dématérialisation, notamment dans la relation client, et puis d'autres, ils vont à fond les manettes,
et puis se disent au fait après comment je corrige le tir. Oui, d'ailleurs, la relation client, c'est intéressant parce que c'est une source de création d'emplois. On recherche beaucoup de collaborateurs dans la relation client. Et nous, quand on est simplement client, en fait, on a un chatbot et on se met à discuter. Enfin, excusez-moi, c'est quand même très perturbant. Ceux qui travaillent dans ces services sont très contents d'avoir un emploi, évidemment, et d'y répondre. Mais c'est pour une personne qui a 60 ans et qui n'a pas été aguerrie à ces sujets, globalement, un chatbot, c'est quand même très loin d'elle, non ? Et c'est pour ça qu'il y a aussi une responsabilité sociale des entreprises de lutter contre l'électronisme. Et c'est une lutte quotidienne. Donc là, on parle d'électronisme sur vraiment des personnes qui sont extrêmement éloignées du numérique, où ça crée une véritable rupture. Mais nous, ce qu'on observe aussi chez Simplon, c'est que ça se décale. Donc on parle aussi de plus en plus de littératie de la donnée, ou littératie autour de la cybersécurité. Littératie ? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment savoir manipuler les éléments fondamentaux de la sécurité informatique ou de la donnée. Donc la sécurité informatique, c'est par exemple, on avait l'habitude de fermer son bureau le soir en partant à clé. Ouais. Et bien maintenant, c'est la même chose avec sa boîte mail, avec un mot de passe robuste. Et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, émet des référentiels de bonnes pratiques pour dire mais ça passe par là, la première réponse. Et on voit que ça devient un enjeu d'employabilité aussi. En fait, on voit bien qu'il y a une graduation entre les grands exclus qui, effectivement, n'ont parfois pas d'ordinateur ou ne savent pas aller sur Internet. Là, on est sur le niveau un peu supérieur de ceux qui sont des pratiquants du numérique quotidiennement, mais qui, globalement, laissent les portes ouvertes de la voiture, laissent les clés sur le tableau de bord. Parce que c'est un peu ça dont vous parlez en termes d'image. Le spectre est très grand, quand même, entre ceux qui sont très exclus et de ceux qui n'ont pas les bonnes pratiques, ça fait du monde. Hein. Oui, et globalement, l'une des raisons pour lesquelles il y a ce gouffre, cette fracture, c'est bien sûr parce que ça va vite, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est aussi parce que les entreprises le sous-estiment et le traitent relativement peu. Encore récemment, moi, j'ai vu un DRH qui a dit « l'électronisme, pas chez moi ». Et puis, en étudiant les choses, on s'est aperçu que si, bien sûr. Donc, il était persuadé qu'il y avait personne. Il était persuadé que personne n'était concerné. D'où cette importance d'identifier et ensuite de trouver les moyens pour donner à chacun au moins un socle de compétences numériques de base. Sur le recrutement, ça c'est intéressant aussi parce qu'on le voit évidemment, les job boards, c'est le mot utilisé, c'est des sites internet, on va sur des sites, on a son iPhone, enfin pour les gens les plus connectés, mais il y a quand même 57% des offres d'emploi inaccessibles aux débutants sans compétences numériques. Donc ça veut dire que là aussi, vu la pénurie d'emplois, parfois des emplois peu qualifiés, c'est un peu compliqué de pouvoir recruter si ces personnes n'y accèdent pas. On fait quelle proposition vous faites ? Vous allez voir les entreprises, vous leur dites affichez, on n'affiche plus aujourd'hui, tout est sur Internet. Comment on fait là pour accéder à un job ? Là, c'est vraiment pour moi une réflexion de RH. Et donc, on va parler de cycle de vie du salarié dans l'entreprise. Donc, en amont, effectivement, c'est de la RSE, donc de la responsabilité sociale. On se dit comment est-ce que je peux contribuer à des programmes qui fassent que les jeunes gèrent bien leur boîte mail, aient les bonnes postures de l'emploi et effectivement sachent gérer en ligne telle ou telle interaction, mais aussi des gens plus âgés qui ont besoin d'approfondir leurs compétences numériques de base. Et puis après, il y a dans le quotidien, effectivement, de mon entreprise, comment je m'assure que mes systèmes d'information ne vont pas perturber trop, on va dire, les capacités et mes systèmes d'information, et pas que les miens. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de délégataires, moi je pense notamment aux assurances, etc., qui sont portés par des systèmes tiers qui peuvent être dématérialisés. Et donc là, il faut même anticiper, on va dire, comment ces systèmes tiers qui sont de plus en plus de plateformes soient bien utilisés par mes salariés. Et puis il y a une troisième dimension. Ouais, et les usagers, parce que ça ressemble à un enfer parfois. Hein. Et la troisième dimension, c'est à la retraite. C'est préparer aussi mes salariés à une vie longue, dans lequel le numérique va devenir un enjeu permanent de leur quotidien. Et avec le télétravail pour les salariés, les nouvelles connexions, des postes qu'on a installés dans la maison, et aussi pour les retraités qui, pour garder le lien avec leur famille, n'avaient qu'une seule issue possible, c'était parfois la visio, qui était un choc terrible pour certaines personnes qui se sont dit mais comment je connecte, comment je fais une visio. Enfin, il y avait un petit côté extrêmement angoissant. Il y a un autre chiffre que j'aimerais qu'on commente, parce que c'est vrai que c'est dur d'accéder à l'emploi quand on n'a pas ni le niveau, ni l'appareil, mais il y a 29,2% des 15-29 ans, alors là je suis tombé un peu de haut, victimes de la précarité numérique. Alors là, on ne parle pas d'électronisme et de précarité numérique. Vous y voyez une différence ou c'est la même chose, la précarité électronique et l'électronisme ? Sur la précarité électronique, on va revenir, à mon avis, à la notion d'usage. C'est ça qui est important.
Savoir utiliser un smartphone et une interface sur un smartphone, c'est pas du tout la même chose que de savoir utiliser un ordinateur avec des services numériques, un site web. Donc eux, ils savent se servir de leur smartphone. Donc pour moi, c'est ça la différence qu'on va avoir, c'est que cette précarité numérique-là va être en rupture sur les usages qui vont permettre de trouver un emploi, de collaborer en entreprise et de s'insérer dans la vie quotidienne, dans les démarches quotidiennes. Les jeunes, les jeunes. Alors, sur la Parce précarité qu'on a l'impression numérique, qu'ils sont archi connectés. non, mais sur la précarité numérique, première chose, c'est la précarité budgétaire. On est En fait, d'accord. les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour avoir un smartphone, Dernier cri. dernier Parfois. cri, le bon niveau de connexion. Combien de fois on voit des jeunes en précarité qui ont un super smartphone, en fait, qui achètent des cartes prépayées, qui ont 4 unités alors quand on cherche du boulot, on consomme de la data. Ouais, ça stream, Voilà, parfois, donc ils streament beaucoup. Voilà, donc déjà, la précarité numérique. Et puis après, il y a une précarité, il y a une différence d'usage. C'est-à-dire qu'on va les voir sur les réseaux sociaux de manière très intense, et donc ça devient leur interface de communication, alors que dans la vie professionnelle, ou même dans beaucoup d'interactions, c'est le mail. Et donc la gestion du mail est catastrophique. Et puis après, il y a une dernière dimension, c'est que derrière ces usages, en fait, il y a une compétence finalement de presque civique, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel je suis, qu'est-ce que c'est qu'une administration, etc. Et avant, on allait dans un guichet, donc on pouvait se faire expliquer. Aujourd'hui, on est livré à une interface machine, et c'est pas la même chose. Mais d'ailleurs, je me tourne vers vous parce que vous avez aussi un regard un peu global sur l'entreprise, la RSE. Certains évoquaient l'idée qu'on puisse aussi proposer du présentiel, parce que ça a été vrai, je cite la SNCF, mais il y a d'autres entreprises qui ont dit mais nous on retire tous nos guichets. C'est le cas d'Air France par exemple, il n'y a plus de guichets, on ne peut plus acheter ses tickets avec un salarié d'Air France, mais sur Internet, ce qui est une galère sans nom. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi proposer une possibilité de présentiel, c'est-à-dire un salarié dans un guichet pour accueillir ces électroniques ou ces gens qui sont un peu en galère numérique, non ? Figurez-vous que ça existe. Ça existe. Ah oui, pas partout. Hein, Pas partout, bien sûr. Non. Ça existe au niveau de l'État. Hein, la démarche autour des maisons France Service, Oui. c'est exactement ça, de regrouper les services publics de base et de pouvoir donner un accès au numérique. Il y a des gens comme La Poste qui font ça très bien, qui identifient dans les files d'attente, dans les bureaux de poste, les gens qui ont du mal avec les automates, et ils ont quelqu'un qui va venir les aider, prendre en main, C'est etc. vrai. Donc il y a des choses qui existent et qui sont très positives. Mais le point difficile, c'est que le point commun entre la précarité ou bien l'électronisme, le point commun, c'est qu'il y a quelque part un peu de honte là-dedans. Ah oui, c'est comme difficile à admettre. Ah oui. Et vous ne pouvez pas non plus, dans votre entreprise, balancer un questionnaire en disant aux gens, dites-nous si vous êtes victime d'électronisme. Sur la base de l'anonymat, peut-être, ça peut être intéressant. Même, ça ne marche pas très bien. Donc il faut s'appuyer sur le management de proximité. D'abord, il faut les former pour qu'ils comprennent bien l'impact que ça a, qu'ils comprennent bien que les salariés, ils sont salariés, mais ils sont aussi parents. Et donc ça va leur permettre de lutter contre l'échec scolaire, contre le décrochage scolaire. On l'a vu dans le confinement, les familles où les parents étaient absolument anumériques, ça a créé des catastrophes vis-à-vis des enfants qui étaient l'école connectée. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut faire, et c'est donc une démarche sociale. Mais vous êtes tous les trois dans la formation, dans l'accompagnement, convaincus que de toute façon, on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. On est d'accord, non, mais il faut quand même qu'on se le dise une bonne fois pour toutes sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. On n'aura plus les fiches Bristol avec le guichetier qui prend votre nom à la main. Non, mais on est d'accord. On n'y coupe pas et il ne faut pas le sous-estimer parce qu'effectivement, ça accélère les ruptures et ça accélère les inégalités. Donc c'est ça qui est extrêmement important et je pense que ça a été suffisamment dit, mais c'est vraiment à toutes les échelles, c'est-à-dire pour des demandeurs d'emploi, pour des jeunes en situation de précarité électronique ou pour des salariés d'entreprise aussi. Donc, pareil, vous accompagnez un phénomène qui est un peu la marche de l'histoire, quoi. Oui, mais d'ailleurs, les choses ont changé, le langage a changé, c'est-à-dire qu'on parle plus de tout numérique. Et on voit des plateformes très impliquées sur des sujets d'inclusion numérique. Si on regarde Doctolib là, pendant la crise, exact. Ils ont été obligés de mettre en place des programmes pour faciliter l'accès à leurs services. Donc cette notion du tout digital, elle est en train d'être mise de côté. On voit même les grands GAFAM aujourd'hui essayer de redévelopper des tiers-lieux dans lesquels ils font de la formation ou de la relation client. Et puis il y a une deuxième chose aussi qu'on n'a pas évoquée, qui est pour moi le challenge pour les directions marketing et digital. C'est-à-dire que le digital, c'est quoi ? C'est une interface, un message pour tout le monde. Et cette interface unique, ce message unique, en fait, il faudrait presque créer une surcouche particulière, facilitatrice, plus simple, avec du pas, des tutos, etc. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas l'information, ne vont pas déjà sur ces sites. Et donc, en gros, c'est comment, quelque part, je crée ou je développe
cette intelligence dans la relation client avec des clients qui ne sont pas Oui, c'est vrai. mainstream, comme Mais on dit. pour se mettre un peu au milieu entre l'usager et l'entreprise, qui n'a pas toujours le temps Est-ce qu'il ne faut pas un service public, je dirais d'État, là, encore une fois, je fais un peu vieille France, mais qui prenne en main les retraités, mais qui prennent en main aussi les quarantenaires, et qui, par session de formation, puissent leur donner les bases. Enfin, c'est ça qui manque finalement. Les gens sont un peu démunis et seuls, quoi. Oui, mais effectivement, il y a eu un plan mené par Édouard Philippe à l'époque pour lutter contre l'électronisme. Il y a des initiatives. Aujourd'hui, ce qui manque le plus en France, je trouve, notamment quand on fait des comparaisons européennes, c'est l'implication des entreprises. C'est pour ça que je n'arrête pas de leur dire que c'est un levier RSE, c'est un levier RH, qu'il faut qu'ils l'intègrent. Et vous me dites qu'elles ont peur de poser la question aux salariés. Elles ont peur de poser la question. Elles ont des raisons pour ça. Mais vous voyez, par exemple, c'est intéressant de voir que en Europe, la Commission européenne nous dit 90% des emplois dans l'Union européenne nécessitent des compétences numériques de base. Clairement. Et 39% des actifs en France ne disposent pas de ce socle. C'est 2 fois plus qu'en Danemark, c'est 2 fois plus qu'en Hollande. Alors, donc il y a des pays qui ont réussi mieux. Et ceux qui ont réussi mieux, c'est ceux qui ont réussi à mettre dans le jeu les entreprises. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et en l'occurrence, aller chercher les gens qui sont victimes de l'électronisme, au moins pour les 5 millions qui sont des salariés, ça doit être le job des entreprises, elles doivent s'en saisir. Mathieu Giannichini, vos étudiants, ceux qui poussent la porte des formations, parce qu'il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des personnes en insertion que vous accompagnez, de leur plein gré, elles viennent. Pourquoi elles choisissent les filières numériques? Parce qu'elles se disent qu'il y a du débouché, il y a de l'emploi, parce que c'est une filière qui est porteuse. C'est ça, en fait, c'est vraiment que c'est... Enfin, c'est le pari de Simplon, et c'est pour ça que les gens viennent aussi vers Simplon, c'est de faire du numérique un levier d'inclusion, parce qu'on est sur des métiers en tension. Donc après, on part de plus ou moins loin en fonction des profils et des parcours de formation. Mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner vers l'emploi via l'attention du numérique. Et donc, ça nécessite que les gens viennent chez nous, mais parfois qu'on aille aussi à leur rencontre. Et donc, ça peut être d'aller vraiment de manière nomade à la rencontre, presque avec la notion de maraude numérique, comme on pourrait avoir des maraudes pour venir à la rencontre des personnes sans domicile. C'est quoi une maraude numérique? Comment on fait? C'est d'aller rencontrer des personnes qui ne sont pas sur les tablettes de Pôle emploi, qui sont éloignées de tous les systèmes et qui peuvent être totalement débrouillards et amenés vers des formations. Et si on casse un peu les codes, les remettre dans l'emploi sur des métiers du numérique. Bah oui. Mais il faut pouvoir aller au contact. Mais vous allez physiquement au contact, parce que s'ils n'ont pas de lien numérique, c'est physiquement qu'il faut leur parler. Physiquement, soit avec des liens qui sont un petit peu plus, certes numériques, mais un peu plus cachés, autour des environnements de jeu, des environnements un peu plus à l'extérieur du quotidien des entreprises et du marché de l'emploi et des radars de Pôle emploi. Et là, vous les faites revenir. Et on essaie de les faire revenir. Donc c'est vraiment multifacette pour arriver à aller capter ces personnes-là. Vous aussi, à oui. travers votre structure, la maraude numérique. Non, mais on peut avoir un discours un peu raide sur un numérique qui est émergent et sur lequel on est globalement dépassé, mais le numérique rend déjà des services incroyables. Oui, c'est vrai. Nous, on a un projet qui s'appelle le Déclic, qui s'adresse à des jeunes, ce qu'on appelle les NEET, ou en tout cas des jeunes perdus dans leur insertion professionnelle. Ces jeunes, en fait, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne rentrent plus jamais dans un service social. En fait, on a développé un outil qui est en fait la communication sur TikTok, sur les autres dans lequel ils sont, avec des petites vidéos, avec leur code à eux. Et en un clic, on est capable de les reconnecter avec des gens qui sont chez moi au bureau et qui vont commencer à les aider et quelque part les remettre en lien avec... Comme les sans-abri et les SDF, parce qu'il faut quand même préciser, on ne l'a pas du tout dit, mais je pense que vous allez le confirmer, que la plupart, leur seul lien avec le monde, c'est leur téléphone. Bien sûr. Et leur connexion Internet. On ne le dit jamais assez, mais ils ont un téléphone portable. La dernière adresse. Et exactement. C'est le dernier élément dans lequel ils stockent des photos et un peu de leur vie. On ne le dit pas. Ça, c'est important. Donc, eux, ils sont pas électroniques. Ils en ont impérativement besoin. Vous confirmez? C'est ça, mais en fait, dans le fond, il y a trop de gens qui sont totalement coupés numériques, mais il y a surtout beaucoup de gens pour lesquels il faut développer des compétences ou une autonomie. Donc on voit qu'il y a une graduation entre ceux qui vont aller vers un métier du numérique et puis ceux qui sont très 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 éloignés pour toutes les raisons qu'on évoquait, que ce soit l'ordinateur ou tout simplement l'accès à une connexion, parce qu'il y a aussi le débat des zones blanches, des zones grises, dans certains territoires ruraux, puisqu'on parle que des grandes villes, et de l'outre-mer où effectivement on peut avoir le meilleur ordinateur et le plus beau téléphone.
Zone blanche, il n'y a aucun réseau qui passe. C'est vrai en Outre-mer, c'est vrai en France. Il y a encore des territoires où il n'y a pas du tout de haut débit. Merci à vous. Merci à Mathieu Guianen-Kini, directeur général adjoint chez Simplon, qui est une école de formation, un centre de formation où vous utilisez le numérique justement comme levier d'inclusion. Merci à Martin Richer d'être venu nous rendre visite. Et merci à Jean Dédier, fondateur de l'association, je ne l'avais pas précisé, Emmaüs Connect et We Take Care. Merci à vous trois. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'innovation dans le recrutement. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle du recrutement par simulation, on va tout vous expliquer avec Jean-Saint Donat. Bonjour, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes président directeur général d'Afiren Neoxy. D'abord, on va parler évidemment de votre manière de recruter en lien avec un IUT, une forme de tutorat avec les collaborateurs. On va en parler, mais un mot sur votre entreprise parce qu'on nous dit qu'on va couper l'approvisionnement pétrole avec la Russie, on nous dit qu'on va avoir moins de gaz, et vous faites et vous proposez à vos clients des substituts au pétrole. Absolument. Enfin, vous êtes à l'endroit où il faut être en ce moment quand même. On est au bon endroit au bon moment, absolument. Les clients, j'imagine, vous sollicitent beaucoup et ça agit sur le recrutement. Absolument. Alors, avant de parler recrutement, juste un point sur Afiren. Afiren, c'est une entreprise de biotechnologie industrielle, créée en 2012. Et notre proposition, c'est de vendre des ingrédients qui sont des ingrédients industriels, comme vous le dites, qui étaient originellement fabriqués par la pétrochimie, qui sont toujours fabriqués par la pétrochimie. Et nous, on amène à nos clients des produits qui sont similaires, mais qui sont très disruptifs parce qu'ils sont fabriqués de façon très différente, à partir de coproduits sucriers. Donc on amène un bien meilleur bilan carbone à nos clients, on amène un circuit court, on amène une sécurité d'approvisionnement. Et une souveraineté. Et une indépendance vis-à-vis de ce qui pourrait se passer en dehors d'Europe. Non, mais je fais la bascule parce que vous portez à travers votre projet de site industriel à Carlin, donc près de Metz, à la frontière franco-allemande, l'idée aussi qu'on est capable, que des chefs d'entreprise sont capables de réimplanter de l'industrie, j'allais dire lourde, Absolument. Chez nous, en France. Absolument. C'est ça aussi que vous nous racontez. Exactement. C'était une volonté, vous le souhaitiez fortement, parce qu'on nous parle beaucoup de réindustrialiser, mais là, vous le faites concrètement. Disons que Afiren a souhaité faire un premier développement industriel en France. C'est une société française, à base française, qui a développé une technologie vraiment 100% française à partir de son centre de recherche qui est à Clermont-Ferrand. Et nous avons rencontré sur le site et la plateforme, comme vous le citez, de chimique de Carlin-Saint-Avold, les entreprises, les partenaires publics qui nous ont su nous attirer dans un endroit qui, pour nous, fait sens, parce que, comme je vous l'ai dit, nous utilisons des coproduits sucriers, et quand on est dans l'est de la France, à Saint-Avold, il n'y a pas de produits sucriers en Moselle, mais il y en a vraiment tout autour de nous, aussi bien dans l'est de la France, nord de la France qu'en Allemagne. Et puis avec une cohérence industrielle, parce que c'était du charbon avant, puis après c'est la pétrochimie, et là vous installez de la biotechnologie. C'est la deuxième renaissance de la plateforme chimique. Absolument. C'est le renouveau de notre industrie 4.0. Absolument. Le recrutement, parlons-en, parce que non seulement vos produits sont innovants et intéressants, mais vous avez un mode de recrutement. Alors, il y a le MRS pour méthode recrutement par simulation. Absolument. Pourquoi ce choix? Parce que ça va être ceux qui vont venir travailler dans l'usine. Ceux qui sont dans l'usine. Ils sont dans l'usine. Ça y est. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi ce choix de recrutement? Alors en fait, ce choix, il vient... on est venu dans une terre d'industrie. Cette zone de Moselle-Est est une terre d'industrie. Mais on voulait avoir un recrutement multiple. On voulait avoir un recrutement dans lequel on recrutait non seulement des gens qui avaient une culture déjà dans les industries proches de les nôtres, mais on voulait ouvrir notre recrutement à des personnes qui avaient la volonté de se repositionner d'abord, et puis deuxièmement, c'était pour nous une façon d'avoir une politique de recrutement qui dépasse le recrutement de jeunes diplômés, mais aussi des personnes de 30 à 50 ans. Et donc on a réussi... Pourquoi? Pour mixer les profils, Parce que pour nous, je pense que c'est important de mixer les profils, de mixer les expériences dans une unité comme la nôtre, qui est une unité à feu continu, donc qui tourne 24 heures sur 24. Donc qui produit en permanence. On est en phase de démarrage là en ce moment, mais qui va produire en donc permanence. Donc 3-8 permanents.
Absolument, 3-8 permanents, 365 jours par an, absolument. Vous avez choisi donc cette méthode MRS. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez une carrière à l'international, mais vous aviez entendu parler de ce dispositif. Comment ça vous est... Alors en fait, comment c'est arrivé? On a eu des contacts très rapidement à la fois avec la région, à la fois avec l'IUT de Saint-Avold et avec Pôle emploi. Un certain nombre d'industriels nous ont parlé de cette méthode qu'ils employaient de façon relativement parcellaire. Nous, on l'a utilisée de façon majeure parce que la moitié de nos opérateurs ont été recrutés par cette méthode de recrutement par simulation. C'est une façon de recruter des gens qui ont envie. C'est de former d'abord, il faut le dire. Il y a une formation une fois qu'on les a recrutés, pré-recrutés, on les forme. C'est ça. Qui est une autre façon de juger de leur envie de faire, de leur envie d'adhérer à cet esprit d'entreprise. Et je pense que c'est à la fois bon pour nous, parce que nous recrutons des opérateurs qui ont envie de faire, et c'est bon pour eux aussi, parce que ce sont des gens qui, s'ils sont en reconversion, montrent qu'ils ont envie de faire quelque chose et de se reconvertir dans une industrie en émergence comme la nôtre. Alors il y a un autre volet qui est intéressant dans votre méthode par simulation. Donc vous les recrutez, 2 mois de formation à l'UIT de chimie. Absolument. Parce qu'il faut quand même se familiariser. Tous ceux que vous avez recrutés, pour être précis, ne venaient pas forcément de la chimie? Non, toutes les personnes qui ont été recrutées par cette méthode de recrutement par simulation sont des gens qui viennent d'autres horizons, qui n'ont pas du tout de culture chimique et de compétences chimiques a priori. Ils avaient tout à apprendre. Ils avaient beaucoup de choses à apprendre. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre parce qu'on est dans une phase de démarrage. Mais je pense que avec 2 mois de formation, on leur donne le bagage tout à fait suffisant pour pouvoir opérer une usine. Et ensuite, une fois qu'ils sont repassés par ces 2 mois de formation pour appréhender le métier, les métiers de la chimie, Absolument. Ils sont quoi, tutorés par des employés qui, eux, sont déjà plus aguerris? Alors, en fait, oui et non. Tutorés d'une certaine façon, ils sont après répartis dans nos équipes de telle façon qu'il y ait encore une fois un mélange entre des gens qui ont une culture absolument déjà chimique et puis des gens qui rentrent dans cette industrie. Vous en êtes où alors? Parce que tout ça est au démarrage. Vous aviez pris un site qui était vierge, vous avez grimpé l'usine, vous avez investi, vous avez recruté. Là, vous n'êtes pas encore dans la phase des 3-8, donc ça veut dire que les salariés que vous avez recrutés, ils savaient dès le départ qu'ils pourraient avoir des horaires flexibles, changeants. Alors au tout début, on a eu, oui, des horaires qui n'étaient pas je dirais même en 5-8, c'est-à-dire vraiment en continu complet. Mais depuis le mois de janvier, nous sommes en continu complet pour préparer le démarrage, réceptionner les équipements, commencer à accueillir les matières premières et démarrer le processus de réception des équipements. Donc ça veut dire... On est en phase de démarrage là en ce moment. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a combien de personnes sur le site qui ont été recrutées? 60, c'est ça? 60, absolument. J'imagine qu'avec le contexte, je le redis, dans lequel on est, de pénurie de produits pétroliers, puis cette volonté aussi de réduire évidemment cette consommation de produits pétroliers, vous devez avoir un développement aussi du recrutement dans votre tête, non? Comment ça se passe? Cette usine, c'est notre première usine. Oui, votre première usine, j'entends. C'est notre première usine, ça n'est loin d'être la dernière, c'est ça. Clairement pas la dernière. Afiren a des projets pour se développer en dehors d'Europe, et puis l'usine de Carlin est aussi appelée à se développer. Une fois qu'on aura démarré, comme vous le dites, la pression commerciale est forte et positive pour nous. On est au bon moment, au bon endroit, donc on a envie de se développer. 60 collaborateurs aujourd'hui, pas de recrutement prévu. Là, vous attendez de lancer l'usine pour valider la suite de les vos 60 recrutements sont quasiment terminés. Voilà. On est entre 55 et 60, donc ça c'est bouclé, absolument. Maintenant, l'avenir est devant nous. Si nous savons démarrer et montrer à nos clients que nous savons bien les servir, il y aura sans doute d'autres projets qui arriveront à Carlin. Avant de nous quitter, parce que je trouve ça toujours très intéressant d'être aussi près d'une nouvelle technologie, j'allais dire, ces produits pétroliers, vous les remplacez par quoi? Et ça remplace quoi? Dans quels produits vous allez substituer vos... Alors, c'est des produits qui, aujourd'hui, sont des produits chimiques pétroliers que nous remplaçons, qui sont utilisés dans beaucoup de choses de la vie quotidienne, qui sont utilisés dans des arômes et parfums, qui sont utilisés dans le monde des lubrifiants, qui sont utilisés comme conservateurs dans l'alimentation humaine et l'alimentation animale, qui sont utilisés dans la synthèse chimique, qui sont utilisés dans les polymères. C'est une nouvelle chaîne que nous ouvrons en démarrant notre usine. Donc effectivement, c'est probablement le début d'une très grande aventure, une longue aventure que je vous souhaite en tout cas. Absolument. De faire revenir notre industrie, l'industrie en France, l'industrie 4.0. Merci de nous avoir rendu visite pour nous parler de cette méthode, la MRS, comme méthode recrutement par simulation. C'est un vrai plaisir, Jean Saint-Donat, président directeur général d'Afiren Néoxy.
aussi. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous tous. Je vous retrouve évidemment demain. Merci à toute l'équipe évidemment qui m'accompagne. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Et puis merci à vous. À demain. Bye bye.